Salut Shai. Salut Yassi. Ok, viens, je propose qu'on déroule par sujet. Oui. Et à mon avis, l'une des questions qui revient le plus souvent, des élèves, mais aussi des gens que je croise, c'est comment ça a commencé Ulpan la vie. C'est une très très bonne question. Ça date maintenant. Ça date de 10 crois- ans, je ouais, pense. Ouais, là, on est 2015, 10 ans. Ouais. c'est les premiers petits groupes comme ça. Ouais. Donc ça fait exactement 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, toi? Ben, plein de trucs. D'abord, notre rencontre. C'est ça, moi aussi. Mais je te laisse raconter l'histoire quand même. Non, moi, Parce que c'est ton histoire au début. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est mon histoire. Donc moi, après avoir vécu 11 ans en Israël, j'arrive à Paris. Et je sais pas d'où me vient cette idée. Mais en gros, j'avais envie d'ouvrir une école d'hébreu moderne à l'extérieur des synagogues. Alors, j'ai rien contre les synagogues, hein, tu le sais, Oui. Tu fréquentes. Je fréquente beaucoup et je viens d'une famille assez pratiquante et tout. Mais je trouvais que, en fait, j'avais des amis qui voulaient apprendre l'hébreu, mais qui n'osaient pas rentrer dans une synagogue. Et c'est un sentiment que je comprends. Quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas les codes, c'est assez difficile. Et surtout, je voyais pas le lien logique. Et donc voilà. Donc de là naît l'idée d'ouvrir des cours d'hébreu. Point. Juste une école d'hébreu. Après, bien sûr, j'avais envie que ce soit hyper professionnel, hyper bien fait. Et je commence à chercher quelqu'un pour enseigner, parce que l'hébreu, je le parle, plus ou moins. Mais l'enseigner, c'est autre chose. Et je rencontre Shai. Mais moi, donc, je pense que j'arrive juste à Paris. J'ai fait mes études à l'Université de Jérusalem, en linguistique, en langue hébraïque, tout ça. J'étais déjà enseignante à Jérusalem, à la fac. Et puis, j'arrive à Paris pour enseigner l'hébreu, pour faire mon master, etc. Et puis, on se rencontre. Et c'est parti. Mais faut quand même dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, en fait. Enfin, on ne sait pas. Je me rappelle, le premier cours où tu viens me voir lors du cours, et tu me dis, mais Shai, mais tu fais quoi? Mais tous les élèves, ils vont s'enfuir. Parce que je commence mon cours en parlant l'hébreu. Shalom, ani Shai, mi ata, mi at, ani gara bePariz, eifo ata gar, eifo at gara. Et là, à ce moment, t'étais choquée. Je me rappelle, tu te rappelles de ce moment? Non, mais ça m'étonne pas. Tu dis, mais on est en France, on enseigne l'hébreu en français, qu'est-ce que tu fais? Je dis non. Tu te rappelles? Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je me rappelle très très bien de ce moment où c'était dans un café, en fait. C'est là qu'on a commencé. Exactement, ouais. Rue des Saints-Pères. Rue des Saints-Pères, café Apego. Ouais. Justement pour cette histoire de sortir l'hébreu de la synagogue. Exactement, ouais. Et c'était hyper chouette, ce café. Et moi, je me rappelle que le premier cours, c'était vraiment... il y avait 8 élèves. Je me rappelle qu'à l'époque, on faisait des sessions de 8 semaines, donc c'était tout petit. Oui. J'avais décidé de faire de la communication uniquement sur les réseaux sociaux, donc Facebook à l'époque. Et dans ce premier cours, il y avait ma mère, mon cousin, un copain. Que des amis à toi. Ouais. Exactement, c'était un peu artificiel, quoi. Ouais. Mais sur ce que tu dis, je me rappelle pas de ce moment exact, mais je me rappelle jusqu'à maintenant, d'être souvent, voire tout le temps, surpris par ce que tu fais. Mais avec le temps, j'ai appris à faire confiance, quoi. C'était toi c'est ce que je dis à chaque fois aux profs, aux élèves, c'est que c'est un peu toi le cerveau du truc au final. Oh, ça, je dirais pas le cerveau du truc. Mais à mon avis, c'est nos deux cerveaux ensemble. Mais enfin, moi, je pense que la meilleure décision que j'ai prise dans toute l'histoire de l'Ulpan la vie, c'est de faire confiance. D'avoir mon avis à chaque fois, mais de te faire confiance, même quand ça me semble complètement fou.
Ouais. Et à chaque fois, bah, c'est ça qui te permet, à mon avis, de t'exprimer et de faire les choses comme tu le sens, comme tu le veux. Ouais. Et ça devient de quelque chose de l'ordre du travail. Pour moi, ça devient quelque chose pratiquement artistique. Ça, je comprends tout à fait. Quand je suis à l'Ulpan, quand je travaille, que ça soit que je donne cours ou quand je parle avec les profs ou avec toi, quand là, je suis en France, en fait, pour travailler, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. J'ai vraiment pas une impression de travailler. J'ai l'impression de venir faire mon fun, mon kiff, de faire ce que j'aime. Et c'est pas juste des mots en l'air, quoi. C'est un vrai sentiment. Et bah ça me fait penser à 2 moments. Ouais, vas-y. Un déclic qu'il y a eu chez moi Ouais, et un déclic qu'il y a eu chez toi. Je commence par le mien. vas-y, bien sûr. Parce que, du coup, moi, quand je suis arrivé en France, je bossais, je suis allé travailler dans le monde du conseil, dans les banques. Et ça, c'était, disons que l'Ulpan la vie, c'était mon plaisir. On bossait dessus souvent le dimanche. Oui. On avait un groupe, puis 2, puis 3, mais c'était vraiment quelque chose de... une sorte de hobby du week-end. Voilà. Et puis après, j'ai quitté ma boîte de conseil pour créer mes propres entreprises. J'ai créé une start-up, j'ai créé une boîte de com, j'ai fait de l'ingénierie avec des anciens copains de la fac. Et puis, il y a eu la naissance de ma fille, Julia. Du coup, bah, ça fait pas longtemps. Mais elle a 4 ans. Ouais. Non, tu parles de Sacha, peut-être? Non, Tu parles de Julia? C'est quand Julia est née que j'ai arrêté tout. Ah oui, c'est ça. Je me rappelle le jour où elle est née, le lendemain ou quelques jours après, fallait que j'aille bosser et j'avais aucune envie d'aller bosser. J'étais tellement content de l'arrivée de Julia dans la famille que pour moi, c'était comme si j'avais gagné au loto. Et quelle idée d'aller bosser quand on a gagné au loto. Et du coup, j'ai arrêté. Quelle belle pensée aussi. Quoi? C'est très beau ce que tu dis. Ouais, vas-y, continue. Non, je le dis en tant que maman, tu sais que d'entendre ça, ça me touche. Ah, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et du coup, j'ai revendu les sociétés dans lesquelles je bossais. Je me suis séparé de mes différents associés. Et le seul truc que j'avais envie de faire, c'était mon hobby du week-end. Donc, c'était continuer à développer Ulpan la vie. Attends, mais Julia, elle a 4 ans, donc elle est née en 2021. Ouais. Mais je pense que c'est à ce moment-là, à peu près, que l'Ulpan est devenu... je sais pas, j'aime pas dire le mot business, mais c'est devenu une boîte où on travaille aussi. Ouais, c'est devenu beaucoup plus professionnel. Voilà, professionnel, c'est le mot, voilà. Exactement. Voilà, c'est mais ça. En tout cas, moi, c'est là où j'ai compris, il n'est pas question que je fasse autre chose que de donner mon temps à l'Ulpan la vie, à cette école pour laquelle j'ai mis autant de cœur et surtout le plaisir que j'avais à bosser avec toi. Je m'entendais très très bien avec mes différents associés que j'ai pu avoir auparavant. Mais le sujet, le travail Ulpan la vie et la collaboration avec toi, c'était la seule chose que j'avais envie de faire. Ben, c'est très Donc ça, c'est mon déclic à moi. Et toi, je sais que tu en as eu un aussi. On va voir si... Le moment où je suis rentrée? Non, moi je parle du jour où tu m'as appelé et tu m'as dit 100% Ulpan la vie. Un vendredi. Vas-y, je me rappelle plus de ce moment. Parce que pour moi, il y en avait plusieurs comme ça. Un vendredi hyper bizarre. Ouais. Je pense que t'as pas trop envie qu'on parle de ça. Si, c'est quoi? 2 semaines, quelque chose comme ça, après le 7 octobre. Bah oui. Je pense que c'était notre première conversation après. Ça a duré 2 semaines. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'après le 7 octobre... Bon, peut-être que je raconte un peu le fait que j'ai vécu à Paris. On a fondé Ulpan la vie. J'étais là 4 ans.
Et puis, j'ai décidé de rentrer en Israël. Et à ce moment-là, quand je rentre en Israël, je pense que c'était notre premier clash. Ça fait partie des clashs. Ouais. Ça fait partie des clashs. Mais c'était pas un clash méchant ou quoi que ce soit. C'était Oui. juste un clash quand j'ai dit, ben moi, je rentre en Israël, je peux pas continuer à travailler en France. Pour moi, c'était avant l'époque, c'était il y a 7 ans. Donc, avant l'époque Zoom, avant le Covid, c'était il y a 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, oui. Donc, avant que tout le monde s'habitue à travailler à distance, tout ça. Et je t'appelle, je te dis, eh ben, moi, je viens de finir mes études. Il me reste il faut que je fasse un stage. J'avais très envie de faire ce stage à Jérusalem. Et j'avais envie de rentrer chez moi. Ouais. Et puis, quand je rentre, avant que je rentre, je me rappelle, on a pris un café ensemble. Je t'ai dit, eh ben, voilà, genre, je quitte et je te donne des numéros de téléphone d'autres gens qui peuvent très bien faire la pédagogie, etc. Et je rentre. Et toi, tu t'es déjà mis en contact avec quelqu'un d'autre. Et... Que tu m'as présenté, Ouais, tu voilà. m'avais dit c'est la meilleure personne pour diriger. Voilà, pour diriger la pédagogie, pour former les profs, pour tout faire. Et à ce moment-là, quand je rentre, je me rappelle quelques semaines après, j'étais à Yafo, on a pris un appartement de dingue à Yafo. Et puis, et je pense que quelques semaines après, ou quelques jours même, je t'appelle et je te dis, mais il est hors question que je parte, non? Un truc comme ça. Bah, je pense que... C'était plus compliqué que ça, j'imagine. Vas-y, raconte. Moi, de mon côté, donc je me rappelle que tu me présentes 7 personnes pour reprendre la direction pédagogique de l'Ulpan, et que je le rends compte qu'effectivement, il est super. On discute, on établit un contrat, on signe le contrat, ça c'était avant l'été. Je pars en vacances et en septembre, ben, il faut relancer l'année scolaire. Et je sais pas, je le sens pas. C'est pas que je le sens pas, c'est que bah, j'ai pas l'envie. Ouais. L'Ulpan La Vie, je l'aime toujours autant, mais ben moi je l'aimais bien avec toi, quoi. Ouais. J'aimais bien bosser avec toi, non pas que pour tes compétences, parce que l'autre personne... Il est toujours très compétent. Ouais. Il est génial. Mais ouais, on avait monté le truc ensemble, c'était que du plaisir, on tentait des trucs et du coup, ouais, on s'appelle. Ouais. Et toi, donc tu me dis que t'as pas envie de quitter. Que j'ai pas envie de quitter. En fait, je me sentais que j'avais un trou, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu une charrie? Genre, et alors, mais même si tu quittes, on peut toujours travailler. Bon, c'était avant Zoom, ça, oui, mais quand même, je sais pas, il y a le téléphone. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, moi, ça me va très très bien parce que je le sens pas du tout de continuer. J'avais même pensé à tout simplement arrêter. Hein. Ouais. Et donc, en gros, il y a 7 appels et on se dit, bon, bah, du coup, on continue ensemble, même à distance. Ouais. Et là, c'est reparti. C'est reparti à fond. Et c'est reparti de plus belle, quoi. Ouais. Et ce moment-là, moi, je me rappelle quand le Covid a éclaté, que toi, tu étais prêt. Même avant tous les autres ulpanim, tu étais prêt. Tu étais prêt à enseigner à distance. Et ça, je l'ai trouvé énorme. Énorme. Je me rappelle, je me suis enfermée, j'étais enceinte avec ma fille aînée. Je me suis enfermée dans la chambre et j'ai créé que du contenu qu'on pouvait enseigner à distance, via Zoom. Et on était prêt, je pense, à une semaine. Ouais, la chance qu'on a eue, c'est que c'est qu'on enseignait déjà par Zoom avant le Covid, que ça marchait pas du tout, qu'on n'arrivait pas du tout à trouver on n'arrivait pas à convaincre les gens à s'en servir. Les gens voulaient pas du tout. Ouais. C'était assez marrant parce que ça marchait pas, mais bon, on avait quelques cours particuliers comme ça. Moi, je savais que je voulais... mon but depuis le début, hein, c'était vraiment démocratiser l'hébreu, le rendre accessible à un peu tout le monde. Et donc, j'avais envie de casser
la barrière de la distance. Et j'avais découvert cet outil Zoom qui permettait de faire des conférences. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait enseigner dessus. Et du coup, effectivement, quand le Covid débarque, et pour nous, ça a été plutôt easy. Plutôt facile, ouais. Oui. Je me rappelle du mail que j'avais envoyé à tous nos élèves. Enfin, tous nos élèves à l'époque, je pense qu'on était... 200? Non, beaucoup moins. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on était J'ai un souvenir de 70 élèves avant Covid. Ouais. Juste pour comparer, on en a combien aujourd'hui, l'Ulpan? Aujourd'hui, je pense qu'on va faire cette année avec environ 2000 élèves. Ouais, juste pour... Donc, 70... Oui, mais enfin, moi, je vois pas beaucoup de différence, en fait. Hein. J'ai beaucoup plus de profs à former, à rencontrer. Ce que j'adore, d'ailleurs. J'adore être en contact avec les profs, mais c'est beaucoup plus grand. Moi, si, on le sent, la différence, non? Si, on le sent en termes de gestion voilà, et tout ça. De gestion. Mais j'ose espérer, et je pense que c'est le cas, que les élèves, les profs, ne s'en rendent pas compte. Ça, oui. Je me rappelle un jour où j'ai dit à ma classe, oui, l'Ulpan, c'était l'année dernière, fin de l'année dernière, à 1200 élèves. Ils étaient choqués. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Ils m'ont dit, je sais pas, on pensait être 200 max. Ouais, oui, moi j'aime bien ce côté où chaque classe, c'est pas qu'elle pense être le centre, mais c'est qu'elle est le centre. Ouais. Que chaque élève est vraiment le centre de notre attention et que tous les process que l'on crée n'ont pas pour but de gérer tout simplement le volume, mais tous les process que l'on crée permettent de nous libérer du temps et de l'attention pour les élèves et les classes. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'on arrive à garder un rapport très humain, et entre profs, et dans l'équipe, et avec les élèves. Enfin, moi, de toute façon... Oui, ça m'étonne chaque fois que je te dis, mais il y a une élève qui a dit ceci, cela à un prof, et tu me racontes son histoire de vie. Mais, mais comment tu fais? Ouais. Et toi, et Adi d'ailleurs. Ah, Adi. Vous vous rappelez de tous les élèves qu'il y a dans l'Ulpan? Ouais, mais parce qu'on passe notre temps, non pas sur des process administratifs ou comptables ou tout ça, mais qu'on automatise le maximum de ces choses-là pour que nous, on puisse se concentrer sur l'humain. Mais ça, il faut dire. Je pense que là, comme ce que tu as fait avant le Covid, où tu étais prêt, on était prêt grâce à toi, je pense que là, tout ce que tu fais, et à mon avis, tu te rends pas compte, enfin si, tu te rends compte quand même, mais pas à ce point. Je ne sais pas si les gens autour de nous, je veux dire les profs, l'équipe qui gère tout ça, s'ils se rendent pas compte, ou s'ils se rendent compte jusqu'à quel point tout ce que tu fais à l'Ulpan, c'est exactement ça qui nous permet d'être en lien avec les élèves. Parce que tu as créé une gestion automatique qui libère tout le temps. Enfin, qui nous libère, qui te libère pour vraiment se concentrer sur l'humain. Et ça, je trouve incroyable. Et là, je pense qu'avec nos projets, parce que je suis quand même venue là à Paris pour qu'on se parle face à face dans un café sur nos prochains projets, je pense qu'avec nos projets en cours, là, nos projets pédagogiques, on sera encore plus en avance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une prof la semaine dernière. Parce qu'elle me demandait des choses et je lui disais ça, il faut que tu vois avec Adi. Adi, donc, qui est notre manager, notre légendaire directrice de bureau. Ouais. Et la prof en question, elle me dit, mais du coup, Yossi, c'est quoi ton job alors, si c'est pas toi qui t'occupe de ça? Et je lui ai dit, mon job, c'est d'assurer demain. C'est d'assurer qu'on continue à se développer et que l'on continue à nous adapter
aux technologies, à la société de demain et d'après-demain, et qu'on soit prêt, qu'on soit là quand il y aura besoin. Et oui, c'est ce que j'adore faire. Je sais. Je sais. Et donc, tu te rappelles pas de cette discussion? On revient au 7 octobre. Je me rappelle du fait que moi, j'étais de chez off. Je pouvais parler à personne pendant un certain temps. Il m'a fallu... il faut dire que j'ai grandi à Kfar Aza, dans un des kibbutzim qui a été beaucoup touché lors du 7 octobre. Mes parents, ils y vivent plus depuis 10 ans à peu près, mais j'ai grandi là-bas, j'ai tous mes amis qui viennent de là-bas. Et donc, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, bref, toutes les histoires, un peu, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Et je me rappelle que je t'ai appelé de chez mes parents à Mitzpe Ramon pour te dire tout ce qui me reste, tout ce que j'ai envie de faire, c'est Ulpan la vie. Ça, je me rappelle. C'est ça que tu parles? Ouais, je me rappelle exactement du moment où moi, j'ai senti sur moi une certaine responsabilité. Ouais. Et j'ai dit, OK, à la vie, à la mort, let's go. On va faire d'Ulpan la vie notre métier. Ouais. Alors que ça l'était pas forcément. Ça restait quelque chose que l'on gérait avec beaucoup de professionnalisme, mais à côté. Ouais. Et là, fallait que ça devienne le centre, quoi. Ouais. Là, il faut que je boive. Après ça. Il y a de l'eau juste là. Ah ouais, j'ai une bouteille, merci, c'est gentil. Oh, c'est même. Là, t'as. Ah. L'chaim. Ouais. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu, si ça te va, de ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, pédagogiquement. OK. Mais avant, ouais. Mais justement, pour introduire Vas-y. ce qui s'est passé il y a 1 an et demi pédagogiquement, on peut le comprendre que si on parle d'un autre clash qu'on a eu au début. Ouais. Je le raconte un peu, donc on est, Ouais, on ça, est, je c'est pense, vrai. la deuxième année d'Ulpan la vie. Oui. Donc on est encore assez petit. Oh, très on petit. doit avoir 3 ou 4 classes. Ouais, donc Ça 30 élèves, un truc ouais. comme ça. Ouais. Ça se passe bien, on est assez content, c'est plutôt cool. On fait ça le week-end. En plus, on est une bande de potes Ouais. à s'occuper de ça. Il faut savoir que du coup, au début, il y a Shai et moi. Et très rapidement, on a besoin d'1 ou 2 autres enseignants. Et il y a comme une vie communautaire des Israéliens expatriés. C'est tout à fait ça. Des Israéliens expatriés à Paris. À l'époque, en tout cas, donc c'était il y a 10 ans. Ils vivaient tous dans les mêmes quartiers. Et du coup, Shai, elle crée une sorte d'engouement autour de notre projet. Et parmi ses copains expatriés, il y en a qui ont un potentiel pour enseigner. Et du coup, elle les forme. Et donc, ce qui fait que notre activité du week-end, c'est de se retrouver entre potes pour préparer les cours de la semaine. Pour moi, c'est une époque... Ouais. Je sais pas, moi, ça me fait penser à une époque hippie, un peu comme ça. C'est vrai, c'est Entre vrai. potes. Vraiment, c'était très sympa. Bon, et puis arrive... donc, on a 3 ou 4 classes. Et là, moi, je reçois une demande d'une institution qui demande à Ulpan la vie d'ouvrir 12 classes d'un coup. Ouais. Et d'un point de vue économique et développement de la structure, c'est une aubaine incroyable. Donc, moi, je viens tout content et je dis, Shai, faut que tu nous trouves
une dizaine de profs et qu'on ouvre 12 classes pour le mois prochain, quoi. Et j'étais tout content. Ouais, et là, tu étais sûr que moi, j'allais dire oui. ah ouais, bien sûr. Enfin, pour moi, c'était la meilleure des choses qui Ouais. pourraient arriver. Et Shai, je te laisse me répondre, du coup. Mais j'étais pas très gentille à l'époque, désolée. Mais je te dis, avec grand plaisir, sans moi. Moi, je barre. Ouais, non, mais c'est juste que, pour moi, il faut faire les choses très lentement. Pour être vraiment professionnel, il faut prendre le temps pour avoir un recul. Quand on fait les choses vite, à mon avis, même quand on fait les choses lentement, on fait des fautes, ce qui est très normal. Il n'y a pas de problème avec les fautes. Je suis assez perfectionnée, comment on dit ça en français ? Perfectionniste. Voilà, perfectionniste. Mais je suis capable à voir, à comprendre mes fautes. Il n'y a pas de problème. Mais quand on fait les choses vite, à mon avis, on fait trop de bêtises. On n'a pas de recul. Et tout ça, je parle pas de façon du côté gestionnaire. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais sûre que toi, tu pouvais très bien gérer le truc. Ça, j'avais pas peur pour ça, mais j'avais pas assez confiance en moi. Tu vois? Pour vraiment faire ça, pour trouver 10 profs, comme tu dis, et les former, et puis suivre. Parce que notre formation moi, je mets le point surtout sur la formation, ce que j'appelle la formation continue. C'est-à-dire que je suis les profs de près. C'est pas que je les forme avant avec une formation de 50 heures, c'est pas ça. Et donc, pour pouvoir vraiment bien le faire, il faut avoir vraiment un temps. Et moi, j'étais étudiante à l'époque, je faisais mon master, j'avais pas le temps. Et j'étais pas contre l'idée. Mais c'était juste que moi, je savais que je ne pouvais pas le faire de la façon aussi professionnelle que je m'attendais à moi-même. Et donc, je t'ai dit avec grand plaisir, mais sans moi. J'ai une question là. Ouais, vas-y. Est-ce que c'était sincère ? Est-ce que Ouais. vraiment tu as si peu d'ego pour dire oui avec plaisir, mais sans Mais bien moi ? sûr, mais je voulais pas je voulais pas t'arrêter, tu vois, je voulais pas te dire, mais Yossi, non, je voulais pas faire ça. Moi après, c'est vrai que moi, j'ai pensé que c'était pas la bonne voie parce qu'il faut développer le truc l'ulpan lentement surtout pour avoir du recul, pour voir, etc. Mais j'avais rien contre l'idée que tu le fasses. Vraiment, rien contre l'idée que tu le fasses, mais sans moi, parce que j'avais pas assez confiance en moi, dans mon professionnalisme, que je pouvais avoir là 10 profs et les former, etc., et faire tout ce que j'y crois, et aussi apprendre ensemble, parce qu'avec les profs, il faut le dire, c'est vrai que je dis tout le temps, je les forme, c'est pas très gentil, parce qu'ils me forment moi aussi, hein. C'est vraiment, ça marche, c'est très réciproque, quoi. Ouais. Donc, j'apprends énormément des profs. Et pour le faire bien, à mon avis, il faut prendre vraiment, encore une fois, du recul et le faire lentement. Et puis, voilà, c'est ça. Et par chance, je sais pas comment c'est arrivé parce qu'en général, j'ai l'habitude de dire que je suis un champion pour prendre les mauvaises décisions. Mais là, je crois que ça nous a pris une semaine. À mon avis, t'étais parti en Israël et on avait dit qu'on en rediscutera c'est ça. à ton retour. Et au final, ben, c'était le deal, hein. Depuis le départ, moi, je m'occupe de la partie administrative et du développement et tout ça. Et la pédagogie, c'est toi. Et du coup, j'ai dit, OK, on t'écoute, on te suit. Je pense que c'est la meilleure... je pense que c'était le bon choix. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de règle d'or qui s'est imposée, en tout cas chez moi. C'est que ce que Shai demande, la réponse est tout le temps oui. C'est vrai. Je ne pensais pas que tu allais dire ça. Ce que Shai, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, alors des fois on en discute, mais même si je ne comprends pas... On en discute tout le temps, j'avoue. Oui, non on discute tout le temps, mais même quand je ne comprends pas, même si je ne suis pas d'accord,
La réponse est oui, et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Ouais. Donc, ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, c'est que moi, il y avait une histoire, puis j'ai compris que... Mais c'est pas que j'ai compris, c'est que j'avais envie. En fait, j'explique. Quand on a commencé l'Ulpan, tout le monde a travaillé, tous les Ulpanim, et moi aussi d'ailleurs. Moi, j'étais formée sur un livre de l'université hébraïque, et puis que tous les Ulpanim l'utilisaient à l'époque, ou presque tous les Ulpanim. Et quand on a ouvert, moi, je voulais faire les choses un peu autrement, parce que je me suis dit, ça, c'est plutôt un livre qui est génial. C'est vraiment un livre, c'est le meilleur livre qui existe, un livre vraiment qui est génial, mais j'avais un problème avec ce livre parce que je me sentais qu'il était plus adapté à un ulpan intensif, c'est-à-dire comme les ulpanim qui est en Israël, on étudie 5 heures par jour, 5 fois par semaine, etc. Et en immersion? En immersion totale, voilà. Alors que nous, en France, on faisait un ulpan de 2 heures par semaine, voilà. Et donc, je me suis dit, il vaut mieux peut-être que je rédige, enfin, que je commence à préparer du contenu. Et petit à petit, ce contenu, je pense que ça a pris 2-3 ans pour que tout ce contenu que j'ai imprimé ici par là, que j'ai créé, que puis j'ai imprimé des feuilles comme ça, tu te rappelles, pour les élèves. Je me rappelle exactement où, dans le 11e, je suis allée avec mon ordinateur pour imprimer. Bref, donc il m'a fallu à peu près 3-4 ans, un truc comme ça, pour rédiger un bouquin, en fait. Et faire les PowerPoint et tout ce qui va avec. Et donc, un bouquin qui était top, que les élèves adoraient. Oui, oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé à enseigner avec ce bouquin. Il faut dire que moi, j'enseigne toujours, je prends toujours une classe pour tester le matériel, pour pouvoir aussi guider un peu le rythme, etc. Et donc, il y a 1 an et demi, il s'est passé quelque chose, bref, mais je t'appelle à toi et je commence à te dire, il faut que je change tout. Il faut que je change tout. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je change tout. Et je pense que j'ai parlé, parce qu'en hébreu, je parle vite et beaucoup, il faut le dire. Là, je suis en français, donc je me restreins un peu. Et je pense que j'ai parlé 2 heures. Et je ne sais pas même si tu m'écoutais, tu m'écoutais, mais tu n'as rien réagi parce que tu m'as dit, mais Chai, je ne sais pas quoi te dire, je te suis en gros, voilà. Et j'étais un peu flippée parce que c'était en plein milieu de l'année et j'avais envie de tout changer. Et je me sentais que j'avais envie de créer quelque chose de nouveau. J'avais je sais pas, je pense que c'est lié aussi au fait que mon fils, mon petit, il a commencé la crèche, il allait bien, du coup j'avais plus de temps et puis j'avais une sorte d'inspiration et c'est sûr que c'est lié aussi au 7 octobre. Parce qu'après, oui. Ah ouais? Oui, parce qu'après le 7 octobre, je sais pas, d'abord, tu sais, j'ai traversé je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en hébreu, on dit les 5 étapes de deuil. Tu vois, genre la colère, machin. Tu connais ce processus? Et heureusement. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, ce processus. Mais bref, à un moment donné, il m'a fallu quelque chose de nouveau. Tu vois, genre... Wow. Il y a un verbe en hébreu qui n'existe pas en français, leitradesh. Ça vient de la racine de chadash, chet dalet shin, de chadash, d'un truc nouveau. Par exemple, si tu t'achètes un vêtement et je vois ton vêtement pour la première fois, ou si tu te fais une coupe de cheveux, je peux te dire titradesh. Ça veut dire quoi? Nouvelle-toi? Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Renouvelle-toi, mais c'est un sens plus profond, en fait. Oui, voilà. C'est un peu dire je vois que tu as un truc de nouveau. Mazal tov, je te félicite pour ça. Et donc, j'avais vraiment ce sentiment d'avoir envie de leitradesh, d'avoir quelque chose de nouveau. Donc, j'ai parlé avec toi 2 heures. Et... Je tiens à dire que je n'ai strictement rien compris à cette conversation. Ouais. J'ai compris ça. Donc, ce que je fais dans
ce genre de... Quand je flique un peu, quand il y a quelque chose avec le travail qui m'arrive, bon, je t'appelle d'abord à toi, c'est sûr, puis après mes parents. Même avant avant mon conjoint, j'appelle toi, puis après mes parents. Donc j'appelle mon père, qui est un peu mon conseiller dans tout ce que je fais dans la vie. Je dis à peine 2-3 mots. Je dis, mais papa, il faut que je refasse tout. On est en plein milieu de l'année, mais j'ai envie de l'Eitradesh, nanana. Il me dit, mais Shai, arrête de parler d'abord. Parce que je parle, avec plein d'émotions. Il me dit, arrête de parler. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis comme ça, tu as un bouquin que tu as écrit il y a 6 ou 7 ans. Si on parle au niveau business, en vue business, un peu capitaliste, c'est sûr que là, il faut que tu crées un nouveau produit, tout simplement. Parce que, ben voilà, ça veut dire pas que l'ancien bouquin n'est pas bien ou que l'ancien programme, parce qu'il faut dire que le bouquin, ça va avec le programme et tout le programme a changé. Ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que il faut que vous fassiez un nouveau produit parce que c'est tout à fait normal. Réfléchis à un nouveau programme pédagogique et puis débarque, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai soufflé, j'ai dit OK. J'ai appelé Ronnie, qui est une prof avec laquelle j'ai travaillé à Jérusalem. On a commencé à bavarder, à discuter. On s'est mis d'accord pour... d'ailleurs, c'est elle qui nous a fait on dit conseil pédagogique, je pense, oui. Et j'ai commencé à m'asseoir. Et c'est comme ça, par exemple, ces 2 bouquins-là, on est en train d'écrire, enfin, je suis en train d'écrire d'autres. Il faut le dire que j'ai fait ça, le 4 et 5e chapitre, c'est comme si c'était dans ma tête, et il fallait juste que je m'assoie devant l'ordinateur, que je décide, tout est sorti. C'est incroyable. C'est incroyable, en un mois. Ouais. Et c'était génial, j'ai kiffé. Et je savais que ça allait être bien, enfin, à mon avis en tout cas, désolée, c'est un peu pas très modeste de le dire, mais je savais que ça allait être bien parce que moi, j'ai kiffé en l'écrivant. Ouais. J'ai adoré, j'ai rigolé, je me suis fait rire, je me suis fait... Et pourquoi? Juste, je finis, désolée, je parle trop là, mais juste, Non, je raconte un peu mon cheminement. Donc d'abord, j'ai pensé que j'étais éduquée à la méthode Ulpan. La méthode Ulpan, où le prof commence à te parler en hébreu, mais petit à petit, c'est pas comme on fait ici dans les cours de français. C'est pas une prof qui rentre dans une classe et qui commence à parler en français alors que les élèves ne comprennent rien. Je parle de FLE, de français langue étrangère. C'est pas ça. C'est l'Ulpan, c'est vraiment petit à petit. Le prof, il parle lentement, il parle avec les mots que les élèves comprennent, machin. Avec il y a beaucoup tout de gestes. avec beaucoup de gestes. Voilà. Et donc, j'avais envie de prendre ça, donc la méthode Ulpan, et de la combiner avec la méthode CFR, qu'on dit en français. CECRL, le voilà. cadre européen des langues. Voilà. Ce qui commence à être introduit en Israël, qui est génial d'ailleurs, et de un peu combiner ces 2 méthodes. Donc, j'avais Ulpan, tu l'appelles comment? Désolée. CECRL, je pense, voilà. CECRL. Deuxième chose. Troisième chose qui m'embêtait toujours, c'est que les élèves, je sais qu'ils ont hâte, ils ont vraiment envie qu'on leur introduise, qu'on leur parle de la culture israélienne. Et qu'est-ce que je disais pendant toutes ces années, c'est qu'il faut avoir un certain niveau d'hébreu pour pouvoir parler de la culture israélienne, parce que, voilà. Et j'avais ça en tête, je me suis dit, il faut que ça déclique. Je ne sais pas comment, mais il faut que j'arrive à introduire la culture israélienne, à introduire Israël à travers, bien sûr, l'hébreu, mais tôt, quoi. Pas à attendre 3 ans pour que les élèves puissent le faire. 4e point, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la compétence et pas la connaissance. Ça devait être mon premier, avant l'Ulpan. C'était ça. C'est la première chose. Il faut travailler sur les compétences de la personne. Je pense qu'on va y revenir, non? À la compétence. Et puis, 5e point, ou 6e, je ne me rappelle plus, bref. 12e.
ce que je voulais toujours faire, c'est avoir une histoire. Ouais. C'est créer des personnages, avoir une histoire, parce que j'y crois vraiment que quand on arrive dans une classe et qu'on a des personnages qui nous suivent, des personnages qui sont non existants, hein, c'est pas des vrais... Des fictifs, Des fictifs, voilà, mais qui nous suivent, ça crée une sorte de lien avec la langue et ça nous permet de parler et de trouver nos compétences linguistiques à travers d'autres personnes et pas que moi. OK? Waouh. Oui, ça c'était... Et donc, je me suis assise avec tout ça, tout ce que j'avais en tête, j'ai tout écrit. Et je pense que le résultat, je le vois avec les élèves, le résultat, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant. Je donne, je pense, juste un exemple, OK? Si tu me permets. Ou 2 exemples. Ou 12 exemples. Bon, je commence par le premier exemple. Je pense que c'est le plus important. C'est que dans beaucoup d'écoles de langue, dans toutes les écoles de langue, parce que moi j'ai fait des études de linguistique et après j'ai assisté à pas mal de cours de langue et je pose cette question à beaucoup de gens que je rencontre qui apprennent une langue. C'est quoi la première chose qu'on fait dans un cours de langue, d'après toi? Enfin, c'est pas un test, hein, c'est juste pour voir si... Moi, je dirais apaiser, rassurer. Non, un Oui, truc ça comme c'est ça. important. C'est vrai qu'on fait ça beaucoup à l'Ulpan. Ouais. On fait les psy. Non, dans un cours de langue, enfin, c'est très... pas le premier cours, hein, mais on fait un sorte de sevev, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire où le prof demande, alors, Manishma, comment ça va? Ah oui. Et chacun raconte un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a fait cette semaine. Nous, on faisait ça pendant des années. Hein. Mhm. Et moi, ça me gênait toujours. J'avais toujours le sentiment qu'il y a un truc qui n'allait pas ici. Quand on fait un sevev comme ça, un tour de table où chacun raconte un peu sa dernière semaine ou manishma, ce qu'ils ont fait pendant les vacances, etc., il y a un truc qui me gênait. Et je l'ai ressenti surtout quand j'étais élève. Quand j'ai appris, par exemple, j'ai appris l'arabe pendant des années. Et chaque cours commençait avec ça. Pourquoi ça m'a gênée? Parce que on ne comprend pas les uns les autres, et surtout parce qu'on se sent une feuille blanche. Ouais. Parce que le prof, il pose une question dans l'air et les élèves, ils doivent chercher le vocabulaire dans leur tête et ils n'ont pas ce sentiment de réussite. Ouais. Ils ont un sentiment de manque. Et donc, je me suis dit, d'abord, on arrête avec ça. On arrête avec ça et on fait tout à travers ces personnages. Donc, on a Rémi, la fameuse famille Cohen. Donc, le papa David et Sarah et Rémi et Jessica et Antoine. Nos compétences, on les découvre à travers ces personnages. Et c'est très, très intéressant. Donc, je reviens juste à mon point de culture. Ce qu'on a décidé de faire, c'est on a décidé de dédier chaque chapitre à une autre ville en Israël. Et on commence avec la culture israélienne dès le 4e chapitre. Quand Rémi fait son aliyah à Jérusalem, il débarque à Jérusalem, il y a toute sa famille qui vient le voir à Jérusalem et on commence à découvrir un autre Jérusalem. Et je dis toujours aux élèves, c'est pas le Jérusalem que vous connaissez. C'est un Jérusalem un peu plus laïque, parce que moi je suis plutôt laïque. Et on commence à découvrir une culture israélienne, Jérusalem. Et après 5e chapitre, on va à Mitzpeh Ramon et on découvre la vie, parce que toute ma famille habite à Mitzpeh Ramon, donc c'était très naturel pour moi. Puis 6e et 7e chapitre, Jessica, elle s'installe à Tel Aviv et elle découvre. Et à travers l'histoire de Jessica, on découvre Tel Aviv. Et on découvre la vie nocturne, par exemple, à Tel Aviv et des endroits où les Israéliens fréquentent vraiment. Et moi, j'adore ça. C'est ouf. Ouais. C'est incroyable. Mais c'est assez
Parce que moi, de mon point de vue, donc un jour, alors qu'on a une école qui marche très très bien, des élèves qui sont contents, des profs qui sont formés, une méthode éprouvée, un jour en octobre-novembre, Shai, elle m'appelle, elle me dit... Alors, elle parle pendant 1 heure ou 2 où je ne comprends rien de ce qu'elle raconte et elle dit qu'elle veut tout changer. Et du coup, moi, je comprends rien. J'essaye pas de comprendre. Mais de mon expérience avec Shai, je finis par... Écoute, je comprends rien, mais oui, ok. Parce qu'il faut aussi mettre à disposition un certain budget qui n'était pas prévu. Mais voilà, je dis oui sans vraiment comprendre pourquoi on change un truc qui marche. Et je comprends en juillet, quand on a les retours des élèves. Ah, ouais, ça c'était génial. Les retours des élèves, Ça, donc l'année dernière, enfin l'été dernier, chaque matin, on se levait avec des messages, des longs messages d'élèves qui nous racontaient à quel point ça marche, à quel point c'est extraordinaire, à quel point ça a tout changé, alors que c'était déjà bien. Hein. Mais effectivement, il y a eu un avant, un après. Il y a une dame en début d'année là qui m'a appelé et qui m'a dit je tiens à vous dire que pédagogiquement et humainement, vous êtes autre chose. En plus, cette dame, elle m'a dit, et je vous le dis en tant que psychanalyste, je crois. ouais. Et ouais, je crois que... Je pense que moi, je l'ai compris quand j'ai une élève qui a rejoint ma classe, qui pouvait très bien aller dans une classe beaucoup plus supérieure, mais qui a décidé de rester avec nous parce qu'elle n'avait pas assez de confiance en elle. Et elle est restée avec nous, elle est géniale. Vraiment, c'est une dame géniale. Et un jour, il y a quelques mois, juste après l'été, je pense. Non, avant l'été. Bref, elle est venue en Israël pour un certain temps, pour un mois. Et cette dame, elle a fait déjà plein d'ulpanim, elle a fait beaucoup d'écoles d'hébreu, des cours particuliers, plein de trucs. Elle était avec moi dans le nouveau programme, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends toujours une classe avec laquelle j'essaye le nouveau matériel. Donc, c'était elle qui elle participait dans ma classe avec le nouveau matériel. Et donc, elle part en Israël, on se parle après. Elle me dit, mais Shai, c'est la première fois où je suis en Israël et je parle. Ce que tu as fait, c'est un miracle. Et là, j'étais... Oh, je pouvais pas parler. Je dis, bon, c'est pas que moi. C'est sûr, c'est pas que moi. Il y a René, il y a toi, il y a toute l'équipe, il y a les profs. Il y a les profs. Mais quelle chance on a avec ces profs. Je pense pas qu'ils comprennent à quel point ils sont importants pour les élèves. Ouais. Et donc, voilà. Good. Donc, on en revient à l'humain. À l'humain.